Bonsoir à tous, l'actualité européenne et internationale de ce lundi 14 janvier. Bienvenue dans Euronews Soir. Voici les titres de ce journal. Le Royaume-Uni retient son souffle avant le vote des parlementaires britanniques demain sur l'accord de Brexit conclu entre Londres et Bruxelles. Cet après-midi, Theresa May a tenté une dernière fois de convaincre les députés alors qu'elle semble s'orienter vers un échec à la Chambre des communes. En France, Emmanuel Macron lance le grand débat national sur fond de mouvement des Gilets jaunes. Le président de la République veut prendre le pouls de la population. Il a écrit une lettre dans laquelle il invite les Français à répondre à des questions sur des thématiques diverses et notamment sur le fonctionnement de la démocratie. Les avertissements de Donald Trump à Ankara. Sur Twitter, le président américain a menacé de dévaster économiquement la Turquie si elle venait à lancer une offensive contre les Kurdes au nord de la Syrie. Ankara se dit guère intimidée. Et puis à la fin de ce journal, nous irons en Bulgarie, à Plovdiv, la troisième ville du pays, l'une des capitales européennes de la culture, l'occasion de découvrir l'une des plus anciennes cités du vieux continent. Bonsoir, bienvenue. Le Parlement britannique va donc se prononcer demain sur l'accord de Brexit conclu entre Londres et Bruxelles. Depuis des semaines, la Première ministre Theresa May tente de convaincre les députés de soutenir ce texte. Elle a prononcé un discours de la dernière chance cet après-midi devant la Chambre des communes. Mais les pronostics ne jouent pas en sa faveur. Theresa May, qui a reçu ce lundi le soutien des dirigeants de l'Union européenne, continue de faire planer les risques d'un no deal pour les Britanniques. Johan Gemetta d'Angelo. C'est un vote crucial qui attend les députés britanniques ce mardi. Voteront-ils ou non l'accord sur le Brexit, négocié entre Theresa May et l'Union européenne? Un vote, loin d'être acquis pour la Première ministre qui a adopté ce lundi, face à la Chambre des communes, un ton quasi menaçant. Je dis donc aux députés de tous les partis de la Chambre que quoi que vous ayez pu conclure au cours des dernières 24 heures, examinez à nouveau cet accord. Non, il n'est pas parfait, et oui, c'est un compromis. Mais lorsque les livres d'histoire seront écrits, les gens se pencheront sur cette décision. Les gens se pencheront sur cette décision que ce Parlement prendra demain. Et ils se demanderont si nous avons respecté le vote du pays de quitter l'Union européenne. Si nous avons protégé notre économie, notre sécurité, notre union, ou au contraire, si nous avons laissé tomber le peuple britannique. Face à elle, une opposition qui se frotte les mains et qui voit l'éventuel échec du plan comme une manière de récupérer la majorité au Parlement, voire de s'installer au gouvernement. Le gouvernement est en plein désarroi. Il est clair que si l'accord de la Première ministre est rejeté demain, il sera alors temps d'organiser des élections et d'avoir un nouveau gouvernement. Theresa May dit également garde en mémoire la date du 29 mars prochain, celle du retrait effectif du Royaume-Uni de l'UE. Une date qui ne doit pas être reportée selon elle, malgré les tentatives de ceux qui souhaitent l'entraver. Theresa May, la Première ministre, peut-elle encore inverser la vapeur et trouver une majorité pour faire adopter cet accord ? Rien n'est exclu, mais ça va être très difficile. Les derniers sondages, les dernières estimations de ce week-end, c'était que Theresa May allait subir une très lourde défaite à la Chambre des communes, aux alentours de 200 voix contre elle, contre son accord. Donc cela va être très difficile, même si aujourd'hui et depuis ce week-end, la Première ministre essaye véritablement de trouver des garanties auprès de l'Union européenne pour faire passer son accord. Alors en cas de rejet par le Parlement, que peut-il se produire après ? Tout peut se produire, notamment le leader travailliste, Jeremy Corbyn, a dit qu'il déposerait une motion de censure pour renverser le gouvernement, parce que cela veut dire que Theresa May n'aurait plus de majorité. La seconde possibilité, qui est désormais tout à fait plausible, c'est que les parlementaires lui demandent de retourner vers Bruxelles. Et vous avez vu que ce week-end, il y a eu un coup de théâtre à Bruxelles, à savoir que Donald Tusk, le président du Conseil européen, et Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, ont accepté de retarder, de
proposer au Conseil, aux États, un certain délai de 6 mois pour négocier les termes d'un accord dans lequel on pourrait donner des garanties au Royaume-Uni et à l'Irlande du Nord, ce qui fait qu'il y aura un délai de 6 mois supplémentaires qui pourrait être proposé en cas de rejet, en effet, de cet accord. Il faut sauver le soldat May, c'est ça que vous êtes en train de me dire ? En effet, l'Union européenne est prête elle-même à faire des concessions supplémentaires, non seulement pour sauver la Première ministre, mais également pour trouver un accord en bonne et due forme pour l'ensemble des citoyens britanniques et de l'Union européenne. En France, à présent, Emmanuel Macron lance un grand débat national dans la foulée du mouvement des Gilets jaunes qui a repris de la vigueur ce week-end avec de nouvelles manifestations dans plusieurs villes. Le président français espère, je cite, « transformer les colères en solutions ». C'est ce qu'il a écrit dans une lettre adressée à ses concitoyens. Les Français sont invités à répondre à plusieurs questions, notamment sur la fiscalité ou sur le fonctionnement de la démocratie. Sandrine Delorme. En France, Emmanuel Macron a sonné l'heure du grand débat national près de 2 mois après le début du mouvement des Gilets jaunes. Et le président a prévenu d'emblée dans une longue lettre de 5 pages qu'il vient d'adresser aux Français que ce grand débat qu'il propose ne sera ni une élection, comprendre une nouvelle présidentielle, ni un référendum. En revanche, pour transformer avec vous les colères en solutions, écrit-il, il a rédigé avec ses services 35 questions auxquelles tout citoyen est invité à répondre. L'objectif est, selon le chef de l'État, de bâtir un nouveau contrat pour la nation, de structurer l'action du gouvernement et du Parlement, mais également de mieux définir les positions de la France au niveau européen et international. Dans cette lettre de cadrage, on comprend qu'il n'est pas question non plus de revenir sur des acquis comme l'abolition de la peine de mort, l'IVG ou sur des mesures qui étaient dans son programme comme la suppression de l'impôt sur la fortune. Non, Emmanuel Macron entend lancer le débat autour de 4 grands thèmes: la fiscalité, l'organisation de l'État, la transition écologique et la citoyenneté, y compris l'immigration. Mais ces questions sont-elles les bonnes? Les Français vont-ils se mobiliser pour y répondre? Apparemment, dans de nombreuses villes, dans les petites mairies comme les plus grandes, mis à part des cahiers de doléances peu remplis, rien n'a encore été mis sur pied. Emmanuel Macron lancera très officiellement le débat ce mardi dans une petite commune de l'Eure, aux côtés de 600 maires et élus de Normandie. Dans l'actualité également, Donald Trump s'est à nouveau illustré dans un message virulent sur Twitter. Sa cible, cette fois, la Turquie, qu'il menace, je cite, de dévaster économiquement si jamais elle venait à lancer une offensive contre les Kurdes dans le nord de la Syrie. En toile de fond, il y a le retrait prochain des soldats américains. Ankara dit ne pas être intimidé par les menaces américaines. Christophe Garache. Donald Trump menace de dévaster économiquement la Turquie si elle lance une offensive contre les Kurdes après le retrait des troupes américaines de Syrie. L'avertissement a été adressé, comme souvent sur Twitter, par le président américain qui propose également de créer une zone de sécurité de 30 km tout en appelant les Kurdes à ne pas provoquer la Turquie. Donald Trump vante à nouveau les bienfaits à long terme de la politique américaine en Syrie, alors que pour Washington, les Kurdes ont grandement contribué à la destruction de l'État islamique dans la région. Piquée au vif, la Turquie a déclaré ne pas être intimidée par les avertissements du président américain. Les menaces économiques ne mèneront à rien, a indiqué le chef de la diplomatie turque. Ankara dit son intention de continuer le combat contre la milice kurde des YPG, qu'elle considère comme une organisation terroriste. Depuis plusieurs semaines, la Turquie menace de mener une offensive dans le nord de la Syrie afin d'éviter la formation d'un État kurde à sa frontière. Sa cavale aura duré près de 40 ans. L'Italien Cesare Battisti, un ex-militant d'extrême gauche, a été extradé vers Rome après son arrestation ce week-end en Bolivie. Au début des années 90, il avait été condamné à la prison à perpétuité pour 4 meurtres. Une condamnation par contumace alors qu'il avait fui en France puis au Brésil. Le gouvernement italien a salué son arrestation. Stéphanie Morbois. Il est descendu de l'avion à Rome en milieu de journée entouré d'une douzaine de policiers. L'ancien militant d'extrême gauche, Cesare Battisti, a été remis aux autorités italiennes. Son interpellation en Bolivie a mis fin à près de 40 ans de cavale, en particulier marquée par des séjours en France de 1990 à 2004 et au Brésil. Le Brésil qu'il avait quitté il y a un mois pour justement échapper à une arrestation
qui a donc finalement eu lieu samedi à Santa Cruz, sans qu'il n'oppose aucune résistance. Le climat a changé. Ceux qui font des erreurs en payent les conséquences. L'Italie est un pays souverain, libre, respectueux, respectable. Et donc, grâce au changement du climat politique mondial, après 37 ans, Battisti sera enfin envoyé là où il mérite d'être. Un tueur, un délinquant, un lâche qui n'a jamais demandé pardon. Ce n'est pas un point final, ce n'est que le début. Battisti va désormais purger une peine de réclusion à perpétuité dans une prison à l'ouest de la Sardaigne. Il devrait être maintenu à l'isolement pendant la journée pendant 6 mois dans un service de haute sécurité. Son arrestation a été unanimement saluée en Italie, à droite comme à gauche, en particulier parce qu'il clame son innocence et n'a jamais exprimé le moindre remords. En Pologne, le maire de Gdańsk a succombé ce lundi à une attaque au couteau durant un événement caritatif. Les faits se sont déroulés hier soir devant les caméras. L'auteur de l'attaque, un ex-détenu de 27 ans, a été arrêté. En Pologne, le maire de Gdańsk, blessé au couteau dimanche soir lors d'un événement public, est décédé. Paweł Adamowicz a été opéré dans la nuit de dimanche à lundi pendant 5 heures mais n'a pas survécu. Le maire âgé de 53 ans avait perdu une quantité énorme de sang après son agression, provoquant une diminution de son taux d'oxygène dans le sang. Des centaines de personnes avaient répondu lundi matin présent à un appel au don du sang. Cette agression a provoqué un choc en Pologne où aucun incident grave de ce genre n'a été signalé depuis la chute du communisme. L'agresseur est un homme de 27 ans sorti de prison il y a quelques semaines après plus de 5 ans en détention pour des attaques à main armée contre des banques. D'après les premiers renseignements, ses motivations semblent plus personnelles que politiques. Si vous devez prendre l'avion pour ou depuis l'Allemagne, renseignez-vous puisqu'une nouvelle grève est annoncée ce mardi dans plusieurs aéroports du pays. Des annulations de vols et des retards sont annoncés. Romain Gauguelin. Le transport aérien devrait être très perturbé ce mardi en Allemagne. 8 des principaux aéroports du pays, dont ceux de Francfort et Munich, seront touchés par l'arrêt de travail lancé par le syndicat des agents de sécurité Verdi. Pour le seul aéroport de Munich, le syndicat appelle les 350 agents de sécurité à cesser le travail de 2h30 du matin jusqu'à 19h ce mardi. Selon l'association des aéroports allemands, 220 000 passagers pourraient voir leur vol retardé ou annulé. La grève devrait également toucher les aéroports de Hanovre, Brême et Hambourg. Le syndicat des agents de sécurité à l'origine de l'appel à la grève réclame une augmentation salariale et l'harmonisation des rémunérations à travers le pays. La semaine dernière, 640 vols avaient déjà été annulés à la suite d'une grève des agents de sécurité dans les aéroports de Düsseldorf, Cologne et Stuttgart. Les 2 aéroports de Berlin avaient également été touchés un peu plus tôt dans la semaine. Tout de suite, l'actualité sportive. Andy Murray quitte l'Open d'Australie à l'issue d'un premier tour riche en émotions. Alors qu'il dispute la dernière saison de sa carrière, l'Écossais de 31 ans, en difficulté avec sa hanche, a tenu le choc face à l'Espagnol Roberto Bautista Agut. Une bataille de 4h09. Mené de 7-0, l'ancien numéro 1 mondial revient à 2 manches partout au courage. Mais à bout physiquement, Murray subit la loi de l'Espagnol dans le 5e set. Il quitte son dernier Open d'Australie sous le hurrah du public. Allez, pour terminer ce journal direction Plovdiv, l'une des plus grandes villes de Bulgarie, désignée cette année avec Matera en Italie, capitale européenne de la culture. Plusieurs manifestations sont prévues pour découvrir cette cité de 300 000 habitants, parmi les plus anciennes en Europe. Les premières traces de civilisation datent de la fin du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Reportage sur place, Wolfgang Spindler, Jérémy Charrier. Plovdiv en Bulgarie est officiellement la capitale européenne de la culture en 2019. À 144 km au sud-est de Sofia, la capitale, Plovdiv est l'une des plus anciennes cités européennes. De nombreux éléments architecturaux datant des Thraces, des Grecs, des Romains, des Byzantins et des Ottomans en attestent.
Notre ville est d'une certaine manière un microcosme de l'Europe, car nous vivons tous ensemble avec nos différences ethniques et religieuses depuis plusieurs générations. Notre projet culturel pour cette année sera de montrer la culture bulgare, puisque nous partageons aussi des valeurs européennes, comme celle de vivre unis dans la diversité. L'exposition d'inauguration Art Liberty montre la collection du Français Sylvestre Verger. Des morceaux du mur de Berlin transformés en pièces d'art par des artistes internationaux et des pionniers de la scène street art berlinoise. Samedi, la cérémonie d'ouverture a rassemblé 1500 participants. Une métaphore haute en couleurs pour Together, la devise de l'année culturelle de Plovdiv. Plovdiv, cette ville habitée depuis 8 siècles par une population multiethnique, est restée plus de 60 ans sous le joug communiste et cette année la capitale européenne de la culture. Avec pour leitmotiv Together, en ces temps de Brexit et de montée des nationalismes, il n'y a pas de meilleur message que celui-ci. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur notre chaîne pour d'autres informations. Bonne soirée sur Euronews et à bientôt.